cher professeur Ndoye. Merci beaucoup pour nous avoir donné ce temps. Et je voudrais bien vous poser la question sur la philosophie africaine. Et tout simplement, qu'est-ce que philosophie africaine selon vous? Merci, mon cher Abed. Voilà une question extrêmement importante qui renvoie à l'essence, si je puis m'exprimer ainsi, de la philosophie en Afrique. Alors, on peut regarder le problème de deux façons. La première façon consisterait à se demander s'il y a une philosophie, au sens d'une manière de philosophie qui soit propre aux Africains, de la même manière qu'il existerait une philosophie allemande, une philosophie française, une philosophie chinoise. Sous ce rapport-là, on renvoie plutôt à quelque chose comme un esprit commun à ces aires culturelles que j'ai citées et qui renverrait donc à une identité qui les définirait par rapport à d'autres aires culturelles. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition devrait plutôt renvoyer à des pratiques philosophiques qui, elles, sont plutôt plurielles. La philosophie allemande est plurielle et diversifiée, de la même manière que la philosophie française, américaine ou américaine. Et sous ce rapport-là, on pourrait dire que la philosophie africaine existe au pluriel, dans une pluralité de pratiques qui vont dans des directions qui sont différentes. Il y a des philosophes africains qui réfléchissent sur l'esthétique, d'autres qui réfléchissent sur l'histoire, d'autres qui réfléchissent sur le rapport des technologies et des sciences avec les cultures africaines. Bref, il y a une profusion de théories, de philosophies qui se rapportent au continent, mais qui ont en commun d'avoir été suscitées par un moment qui est le moment Temples. Le premier à avoir écrit un livre où il était question d'associer Afrique et philosophie. Ce premier moment a été décisif dans la naissance de la philosophie en Afrique parce que cela a suscité des débats extrêmement passionnants pendant toutes les années 1970-1980 avec des auteurs comme Untonji, Martien Toa, Ebussi Boulaga et d'autres encore, Moudimbe. Et cette profusion de philosophie, de critique, a donné naissance à un troisième moment qui est le moment où les philosophes africains se sont libérés de ce premier moment en essayant maintenant de produire des théories sur des sujets précis, comme sur l'esthétique, comme sur les sciences, comme sur la religion. Et ces théories ont en commun, d'avoir comme Afrique, d'avoir comme point de départ ou comme contexte l'Afrique. Mais de la façon dont ils se rapportent à leur objet, ils reproduisent des schémas de pensée que l'on retrouve un peu partout. Et c'est en cela que la philosophie africaine ou les philosophies africaines tendent vers une certaine universalité de la même manière que d'autres philosophies, bien qu'enracinées dans des traditions nationales, tendent à s'en débarrasser, plutôt pas à s'en débarrasser, mais disons à produire des thèses qui soient universellement recevables par d'autres. Merci beaucoup. Et en pensant au Sénégal, il y a aussi un rapport entre le Sénégal et la philosophie. Je pense à Senghor, premièrement, mais aussi Dakar en tant qu'un lieu de la philosophie et surtout l'université Cheikh Anta Diop. Il y en avait des grands noms, des philosophes, des grands philosophes qui ont étudié là-bas et surtout qui ont écrit leur thèse de doctorat à Dakar. Je voudrais bien vous poser la question sur Dakar et l'université Cheikh Anta Diop en tant que le lieu de la philosophie. L'université de Dakar a une très vieille histoire qui remonte aux années de l'indépendance dans un pays qui a été la toute première colonie française en Afrique. C'est par le Sénégal que la France est entrée en Afrique. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, sous la colonisation,
beaucoup d'auxiliaires de l'administration coloniale française dans les autres pays d'Afrique, jusqu'en Afrique centrale, étaient des fonctionnaires sénégalais formés au Sénégal. Donc, il y a une très vieille présence de l'école française au Sénégal, ce qui a fait que donc il y a une très vieille intelligentsia sénégalaise qui était aussi nourrie de traditions arabo-islamiques, les deux cultures ayant vécu ensemble au Sénégal. Alors, c'est dans ce cadre-là que l'Université de Dakar a accueilli pratiquement toutes les nations africaines. Il y avait là des Gabonais, des Camerounais, tous les pays francophones qui n'avaient pas à l'époque, dans les années 60, une université, envoyaient leurs étudiants se former à Dakar. C'est seulement avec les années 80 que beaucoup de pays ont quand même commencé à bâtir des universités et ont commencé donc à garder leurs étudiants chez eux. Mais jusqu'à présent, on a encore cette ouverture sur l'Afrique et sur le monde, et même sur le Maghreb, parce que beaucoup de Marocains et de Tunisiens viennent faire leur médecine au Sénégal. Parfois même c'était des Français carrément, parce qu'en France, la médecine est un concours, et ceux qui ne pouvaient pas réussir le concours en France venaient faire les 5 premières années au Sénégal. Et donc c'est dans cette perspective-là qu'il y a en philosophie ce qu'on pourrait bien appeler une école de Dakar, au sens d'un ensemble de penseurs. On peut citer Alassane Dao, on peut citer le professeur Djibril Samb, Abdoulaye Eliman Khan, Djeidi Sy, Souleymane Bachir Diagne et d'autres, Mamoussé Diagne, qui ont formé des générations et des générations de philosophes africains, de Burkinabés, de Nigériens, de Maliens, de Centrafricains, mais aussi bien entendu de Sénégalais et parfois aussi de Libano-Syriens, parce qu'il y a une très forte communauté libano-syrienne au Sénégal. Et donc, cette école a un prestige international assez considérable qui existe encore aujourd'hui, même si l'université est entrée dans une crise très profonde depuis les politiques d'ajustement structurel imposées par le FMI. Et cette école a produit en fait un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui connus de par le monde. Je citerai l'exemple de Souleymane Bachir Diagne, qui a reçu à Dakar deux grands noms de la philosophie africaine qui sont venus faire leur thèse sur travaux avec lui à Dakar. Il s'agit de Paulin Ontonji, qui a fait une présentation qui a été retentissante, qui a été un grand moment pour le département de philosophie, et Eboussi Boulaga aussi, qui a présenté sa thèse sur travaux à Dakar. Donc c'est une université qui a un énorme prestige, et en philosophie, justement, il y a aussi cet intérêt que beaucoup de pays africains portent à l'école de Dakar. Merci. Et au Sénégal, on a aussi une histoire intellectuelle encore plus vieille, plus ancienne, à savoir, si je ne me trompe pas, à partir du XIIe siècle, la rencontre avec le monde arabo-musulman et aussi des formes de métissage de pensée philosophique. Là, je voudrais bien aussi savoir un peu plus sur cette... Tout à fait, vous n'avez pas fait ma raison, parce que bien avant la pénétration coloniale française, il y avait une intelligentsia sénégalaise d'expression arabe qui écrivait en arabe des textes théoriques de kalam, de théologie, mais aussi de grammaire et de poésie, mais qui écrivait aussi dans les langues vernaculaires, principalement dans le Wolof, qui est la langue dominante au Sénégal, et le Pulaar, les deux groupes ethniques qui ont été les premiers, je crois, à être en contact avec cette religion. Donc, c'est une vieille tradition intellectuelle arabo-islamique, mais aussi s'exprimant dans des langues locales comme le Pulaar et le Wolof, qui a existé bien avant la colonisation française. Et donc, on a ces deux cultures qui sont ensemble, qui se partagent donc l'intelligentsia sénégalaise,
Et parfois, il y a des rencontres, parce qu'il y a beaucoup de familles aussi où les gens ont cette double culture arabo-islamique et francophone, et cela fait partie des caractéristiques de ce pays. Et là, en parlant des langues Kompolar et Wolof, là, je voudrais bien vous poser la question sur la philosophie dans les langues africaines. Là, parce qu'à part les œuvres écrites en français et la francophonie dans la philosophie, on a aussi une attention portée à la philosophie dans les langues africaines. Là, je voudrais bien aussi vous poser la question, comment vous voyez ce rapport. C'est une très bonne question, très pertinente. Parce que pendant très longtemps, la philosophie qui a été pratiquée au Sénégal était d'expression française. Les philosophes africains écrivent tous en français, sauf ceux qui sont aux États-Unis comme Bachir, qui produisent aussi de temps en temps des textes, des articles en anglais. Mais à part cette production francophone, il y a des tentatives en fait de philosopher en Wolof, en Pulaar, des tentatives qui sont en fait le fait d'intellectuels francophones qui cherchent à faire se rencontrer les deux traditions. Je suis dans un groupe dirigé par Souleymane Bassir Diagne qui cherche à traduire des textes de philosophie en Wolof, dans le sillage de ce qu'a fait la philosophe française Barbara Cassin, qui a dirigé un ouvrage extrêmement important qui est le Dictionnaire des intraduisibles. Dans cette même perspective, il s'agit de traduire un certain nombre de textes tirés de ce dictionnaire en Wolof. Le travail est très avancé, rien n'est encore publié, mais c'est en bonne voie, et nous sommes un certain groupe à avoir travaillé là-dessus. Il y a maintenant un autre aspect qui renvoie à des textes qui ne sont pas explicites, qui ne se réclament pas explicitement de la philosophie, mais qui renvoient à ce qu'on pourrait appeler une sagesse africaine, des contes, qui sont recueillis par exemple par des chercheurs. Quelqu'un comme Pathé Diagne, le linguiste Pathé Diagne, en a fait beaucoup de textes qu'il a traduits, qui ne sont peut-être pas connus parce qu'ils n'ont pas beaucoup circulé, mais qui existent comme un ensemble de données à partir desquelles un travail ultérieur peut être parfaitement fait. Merci. Et là, la dernière question que je voudrais bien vous poser, c'est sur l'avenir de la philosophie africaine. Disons, en prenant notre point du présent, en fait, comment vous voyez l'avenir de la philosophie africaine, les champs et les pistes? Avec les derniers développements que l'on a notés ces 20-30 dernières années, je crois qu'il est possible de considérer que l'avenir est prometteur, malgré le fait que les universités africaines ont été beaucoup affectées par la décennie de restructuration imposée par la Banque mondiale et le FMI à pratiquement tous les pays africains. Mais il se trouve qu'il y a une dynamique qui est déjà lancée d'une production de textes philosophiques dans pratiquement tous les pays francophones et anglophones qui vont dans toutes les directions, de l'éthique à l'épistémologie, en passant par la philosophie politique et la métaphysique. Il n'y a pas un domaine aujourd'hui de la philosophie qui n'est pas visité par les philosophes africains. Et ce qui a donné le plus de visibilité à leurs travaux, c'est que pendant un certain temps, à partir des années 90, il y a une vague de philosophes africains qui sont allés s'établir aux États-Unis et au Canada, et qui ont donc donné une plus grande visibilité à ce qui se faisait sur le continent. Beaucoup de travaux réalisés par des Ghanéens, des Nigérians, des Sénégalais sont aujourd'hui connus dans le monde anglo-saxon comme des classiques de la philosophie africaine. Et au rythme où vont les choses, dans un pays comme la France par exemple, qui pendant très longtemps en fait n'a pas regardé dans cette direction pour ce qui est de la philosophie, les choses commencent à bouger parce qu'il y a maintenant des travaux qui sont soutenus sur ces questions liées à l'Afrique. Et je pense que si la dynamique est maintenue, la philosophie africaine, qui est déjà reconnue mondialement comme une branche extrêmement productive, aura un avenir, un bel avenir. Je dis la dernière question, mais vous avez parlé d'un point très important, à savoir l'effet de cette
reconstruction ou bien par l'effet de la Banque mondiale, l'effet, disons, un effet politique sur les universités. Là, je voudrais bien vous poser la question. C'était quelque chose qui m'échappait et là, je voudrais bien savoir comment ces décisions politiques, disons, globales, a influencé la situation des instituts de philosophie en Afrique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 90, la Banque mondiale a imposé à pratiquement tous les pays africains des restructurations qui se sont traduites par des coupes budgétaires sur les budgets sociaux, sur l'enseignement, sur la santé, ce qui a eu une conséquence extrêmement négative pour les systèmes éducatifs. C'est d'ailleurs pendant cette période que beaucoup d'enseignants africains, sénégalais aussi, sont partis s'exiler aux États-Unis. Sinon, ils vivaient tous au Sénégal, en Afrique. Et donc, ça a eu une conséquence fâcheuse sur les universités, parce que ça s'est traduit par une crise extrêmement grave. Et donc, ça a certainement, d'une certaine manière, entravé le développement des universités, mais aussi de l'enseignement de la philosophie en Afrique. Merci beaucoup pour le temps et pour la conversation. C'est moi qui vous remercie.